Alors Fatou Diop, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai découvert une auteure incroyable. Une que vous avez découvert bien avant, parce qu'avec Le Deuxième Sexe, c'est le livre qui vous avait fait découvrir la condition de la femme. C'est la grande Mariam Abba et sa si longue lettre. Mariam Abba, c'est une des premières auteurs africaines à parler de la condition des femmes. Elle est née en 1929, elle n'a publié qu'un seul roman de son vivant, il est sous vos yeux. Il est paru en 1979 et c'est le récit troublant d'une femme qui raconte sa douleur dans une longue lettre à son amie. Cette douleur, elle est le fruit d'une trahison. Elle l'explique, la décortique même. Son mari, après 25 ans de mariage, s'est choisi une seconde épouse. Alors il s'agit dans ce livre des souffrances engendrées par la polygamie, mais pas que, la condition de la femme dans son ensemble. C'est la première fois qu'on lit cette douleur de femme dans la littérature africaine. Personne ne l'avait avant elle au Sénégal fait. C'est un livre qui parle à toutes les femmes, à l'universalité de la trahison des sociétés envers les femmes. C'est une œuvre majeur, un classique de la littérature africaine, traduit aujourd'hui en 30 langues et surtout depuis, elle est au programme dans de nombreux lycées et collèges à travers le monde entier. Et on peut s'en réjouir. Dans votre œuvre Fatou Diop, les femmes, elles sont presque toujours des héroïnes du quotidien, comme dans Celles qui attendent, quand les marins migrent, ou alors carrément lorsqu'ils disparaissent engloutis par l'océan dans les veilleurs de Sangomar. Toujours des femmes, toujours des résilientes, derrière le visage desquelles on voit apparaître au fil de vos livres en filigrane une résiliente plus grande encore, une qui les englobe toutes, c'est l'Afrique. L'Afrique tout entière, ce continent qui survit et se relève de tout. Ce texte qui vous accompagne depuis que vous êtes toute petite, je crois, Fatou Diop. Oui, il paraît même que vous l'aviez intégralement réécrit, mais à votre sauce, avec des femmes beaucoup plus combatives. C'est vrai ça? Oui, c'était un exercice. J'ai lu ce livre, j'étais au collège. Et peut-être que la première lecture, je ne comprenais même pas tout. Ouais. Et alors, j'ai relu encore à la fin du collège. Et puis, quand j'étais au lycée, j'ai encore relu. Je pense que ce livre, j'ai dû le lire au moins une bonne dizaine ou quinzaine de fois. Et alors, chaque fois que je lisais, j'étais bouleversée. Et puis, je me disais, mais la dame là, elle dit que son mari, il a fait ça. Et c'est pas bien. Et puis, la belle famille. Et puis, c'est la complainte. La complainte. Mais elle ne dit pas, moi, je voudrais ça. Moi, je veux changer ça. Et moi, j'ai grandi dans un milieu où je voyais la polygamie. Votre mère? Ah oui, quand je demandais, est-ce que ça te plaît? C'est comme ça. Et vous dites d'ailleurs que la polygamie, puisque votre mère l'a connue, je n'attraperai jamais cette maladie. Oui, j'ai dit, la polygamie, c'est une maladie que je n'attraperai pas. Alors, elle est où la caméra? Je regarde bien ici. Parce que chaque fois que je le dis, j'ai une volée de bois vert. J'ai quand même la royauté de mes jupes. La polygamie, c'est une maladie que je n'attraperai jamais. Je sais que ça déplaît, mais en tant que femme, je décrète que pour moi, je considère cela comme une maladie. Ce n'est certes pas un virus, ce n'est pas un cancer, mais c'est une maladie qui, sociologiquement, tue des êtres que j'ai connus, que je fréquente, qui me racontent leur vie, qui n'ont pas la même liberté que moi pour le dire. Vous n'êtes pas polygame, mais voilà. Vous êtes polyjupe, parce que vous avez la royauté de polyjupe. Vos jupes. Voilà. Fatou Diop, Boris Cyrulnik, j'aimerais vous faire voyager, partir du Sénégal à Cuba, avec ce livre que je crois vous adorez aussi, Fatou Diop, Le vieil homme et la mer, d'Ernest Hemingway. C'est un très court roman écrit à Cuba, à l'époque où Hemingway y vivait, en 1952. Il raconte la lutte d'un vieux pêcheur qui s'appelle Santiago contre un espadon et aussi des requins, mais surtout contre la vie et le sort qui, à chaque fois, le confronte à de nouvelles épreuves. Vous dites que c'est par cette lecture que vous avez compris, en fait, Fatou Diop, ce que vivait votre grand-père. Lui aussi, pêcheur à Niodor, votre île natale, sublime au large du Sénégal. Le courage, l'abnégation, la dignité de votre grand-père, dites-vous, c'est Hemingway qui vous a ouvert les yeux dessus. Hemingway, dites-vous, m'a raconté mieux mon grand-père que ceux qui mangeaient son poisson. Et c'est là la toute-puissance de la littérature. Elle vous a saisi à la lecture de ce livre. Tant et si bien que vous écrirez quelques années plus tard, en hommage à vos deux modèles, Hemingway et votre grand-père, Le vieil homme sur la barque, qui est aussi dans le dernier livre que vous venez de paraître. Quelle que soit la houle, vous écrivez « Je sais que mon grand-père ne me quittera jamais, Hemingway non plus ». Et Hemingway, lui, il en connaît un revers sur les rayons de la vie. Il a été blessé et traumatisé pendant la guerre de 1917. Il aura aussi beaucoup de mal, suite à ça, à se réhabituer à la vie civile. Le sort s'acharne, puisqu'en 1953, il a un accident d'avion. Il gardera des séquelles à vie et il ne pourra même pas venir chercher son prix Nobel en 1954. Mais pourtant, il dira de ce texte « Le vieil homme et la mer, c'est de toute ma vie ce que je pourrais écrire de mieux. C'est l'épilogue de tous mes écrits, de tout ce que j'ai appris ou essayé d'apprendre pendant que j'écrivais et essayais de vivre. » Lassé d'essayer de vivre, il s'est suicidé en 1959. Et cette question, même si vous l'avez un petit peu évoquée, est-ce qu'il vous arrive de désespérer, Fatou Diop? Oui, mais j'ai une solution. Je me prends un rouleau de sopalin. Je prends un litre d'eau. J'ai déjà dit ça.
Et je pleure avec détermination. Il faut faire les choses avec franchise. D'accord. Donc quand je dois pleurer, j'y vais à fond. Et après, j'écoute ma musique. Ça vous arrive souvent? Ah, ça m'arrive de temps en temps, surtout quand vous vivez à l'étranger. Je dis, quand on est à l'étranger, même les pires souvenirs finissent par se transformer en chants d'amour. Donc quand on est loin de la terre natale, on finit par être nostalgique de ce qu'on fuyait. Parce que l'ailleurs vous change la tête, l'ailleurs vous libère le cœur, l'ailleurs vous apaise aussi, l'ailleurs creuse peut-être des douleurs, d'autres douleurs, mais on a cicatrisé pour des tas d'autres choses, pour simplement maintenant voir la beauté. Et vous savez, l'Afrique, on parle toujours de Mama Africa. Alors, cher monsieur, ce n'est jamais Papa Africa. C'est toujours Mama Africa. Je voudrais qu'on interroge cette idée-là. Il y a quelque chose de maternant, donc de cette terre, et c'est pour ça, dans le recueil de nouvelles, je parle de ma terre. Et cette terre, ma terre, elle vous berce même quand vous êtes loin. Elle vous appelle. La nuit, j'entends la voix de ma grand-mère.